Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose allait terriblement mal, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus? Comme si un secret obscur était caché juste sous votre nez, mais que personne ne voulait en parler? Clara menait une vie apparemment tranquille, jusqu'à ce qu'une série d'événements commence à déterrer des vérités que personne n'était prêt à affronter. Un appel inattendu, une révélation choquante et une trahison familiale qui pourrait tout détruire. Accrochez-vous, car l'histoire de Clara et Marianne est sur le point de basculer, et rien ne sera plus comme avant. Clara, merci beaucoup d'avoir vendu ta maison pour financer mon mariage à Paris. Tu es une sœur incroyable, dit ma demi-sœur, rayonnante comme je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai répondu, émue, c'est ce que font les sœurs, non? À ma grande surprise, quelques jours avant le mariage, elle m'a dit, je suis désolée, mais seuls les vrais membres de la famille seront invités, mais je t'enverrai les photos. J'ai répondu, d'accord, et j'ai immédiatement passé un appel. Quelques jours plus tard, ma demi-sœur m'appelle, désespérée après avoir reçu une gifle avec une note. Bienvenue sur la chaîne Venganza Justa. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour connaître les prochaines histoires. Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment je me suis vengée de ma demi-sœur Marianne. Mais avant de rentrer dans les détails, je dois vous raconter un peu de mon histoire. J'étais enfant unique de 2 parents très aimants. Cependant, quand j'avais 10 ans, mon père a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en phase avancée et il est décédé en quelques mois. Ce fut un coup dévastateur pour ma mère et moi. Dans les premiers mois après sa mort, nous avons à peine réussi à continuer. Prévoyant sa fin, mon père avait organisé tous ses affaires, laissant tous les actifs financiers à ma mère et s'assurant que la maison où nous vivions serait transférée à mon nom pour mon 10e anniversaire, souhaitant que nous ayons un avenir plus stable. Ma mère est restée exécuteur testamentaire. Nous avons donc continué à vivre dans la maison jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, ma mère m'a présenté son petit ami François. C'était un homme très gentil et il a rendu le bonheur à ma mère, ce qui a fait que j'approuvais la relation. François avait une fille nommée Marianne, qui à ce moment-là n'avait que 10 ans. Dès le début, elle ne m'aimait pas. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai essayé d'être gentille avec elle. Ma mère et François sont sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. Bien que j'étais heureuse pour eux, Marianne ne voulait clairement pas faire partie de notre famille et nous le rappelait constamment. Nous avons donc décidé de lui donner l'espace dont elle avait besoin. J'ai essayé d'être son amie, mais Marianne n'a jamais changé son attitude, rendant ma vie un peu difficile. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai emménagé dans la maison que mon père m'avait laissée et j'ai commencé l'université. Bien que je vivais seule, je n'ai jamais cessé de rendre visite à ma mère et j'essayais toujours de me connecter avec Marianne. Cependant, elle s'éloignait de plus en plus à chaque tentative et finalement, j'ai abandonné. Pendant la dernière année de lycée de Marianne, elle est venue me chercher et nous avons commencé à parler. Marianne m'a cherché parce qu'elle ne voulait plus vivre avec nos parents. Je l'ai invitée à vivre avec moi pendant 1 an, croyant que notre relation s'améliorerait enfin. Pendant qu'elle vivait avec moi, elle gardait encore une certaine distance. La seule chose que j'ai réussi à savoir d'elle, c'est qu'elle sortait avec quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un de ses cours. J'étais heureuse qu'elle s'ouvre un peu. Après 1 an, Marianne a déménagé et je n'ai presque plus entendu parler d'elle. 3 ans plus tard, j'ai été surprise de recevoir un appel de sa part me demandant de la rencontrer dans un café local. J'ai immédiatement pris le temps de la voir. Quand je suis arrivée au café, Marianne était déjà là, m'attendant. « Bonjour, je suis tellement heureuse que tu aies pu venir, dit-elle. »« Bien sûr, pourquoi je ne viendrais pas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ni parlé, répondis-je. Je sais, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, expliqua-t-elle. Je comprends, mais nous sommes toujours de la famille. Tu es ma sœur et tu comptes pour moi. Nous ne devrions pas passer autant de temps sans parler, Marianne a acquiescé. Tu as raison, nous sommes de la famille et je n'aurais pas dû m'éloigner autant. Je vais m'améliorer, je le promets. Pourquoi ne pas commencer par me raconter tout ce qui s'est passé dans ta vie, demandai-je. D'accord. Pour commencer, je suis fiancée, révéla-t-elle. Mon Dieu. Tuta Maris. C'est avec le même garçon avec qui tu étais à l'université, Pascal? Demandai. Etzite. Oui, il est parfait pour moi. Je ne me vois avec personne d'autre, répondit-elle en souriant. Je suis tellement heureuse que tu aies trouvé quelqu'un d'aussi spécial. Quand est-ce que le mariage aura lieu? Nous prévoyons dans les 3 prochains mois. Mais nous avons un problème, dit-elle. Qu'est-il arrivé? Demandai.
Inuite. Nous prévoyons un mariage à Paris, notre ville de rêve. Mais nous n'avons pas assez d'argent pour financer tout ça. Nous voulons un grand mariage élaboré pour montrer notre amour, expliqua-t-elle. Je suis désolée d'entendre ça. J'aimerais pouvoir te prêter de l'argent. Mais je ne pense pas en avoir assez pour t'aider, dis-je. Je sais que tu n'as pas l'argent pour ça. Mais tu as la maison que tu as héritée de ton père. Je sais qu'elle a beaucoup de valeur sentimentale pour toi. Mais envisagerais-tu de la vendre? Demanda-t-elle. Attends, tu veux vraiment que je vende la maison? Demandai-je, surprise. Oui, tu es ma sœur et je ferai la même chose pour toi pour m'assurer que tu es le mariage de tes rêves, dit-elle avec une expression déterminée. Bien que très réticente et pensant qu'il était fou de vouloir un mariage qu'il ne pouvait pas payer, j'ai décidé de l'aider. D'accord, Marianne, je vais t'aider. Je suis tellement heureuse pour toi. Mon Dieu, tu es incroyable. Merci beaucoup, tu n'as aucune idée de combien cela va aider Pascal et moi, dit Marianne, émue. Je suis heureuse de pouvoir aider, même s'il faudra un peu de temps avant de vendre la maison et d'avoir l'argent en main pour te donner. Avez-vous de l'argent pour payer les dépôts des services nécessaires pour le mariage? Demandai. Oui, Pascal et moi avons économisé suffisamment pour cela. Nous avons juste besoin du reste de l'argent, répondit-elle. Bien sûr, je te tiendrai au courant de tout. Vraiment, tu es la meilleure, s'exclama Marianne. Je sais ce que vous pensez, que je suis folle d'avoir accepté quelque chose comme ça. Mais je voulais vraiment l'aider. De plus, j'étais désespérée de créer un lien avec elle, même si je n'étais pas là tous les jours. J'ai vu Marianne grandir d'une enfant à une adulte et cela me rendait sentimentale. Le seul problème que j'avais avec la demande de Marianne était la vente de ma maison. J'ai mis la maison en vente, mais je savais que cela pouvait être un processus long et fastidieux, prenant des mois pour trouver un acheteur. J'avais besoin d'un acheteur le plus rapidement possible. Un jour, je me suis souvenue de quelqu'un qui pourrait m'aider. Pendant mes 20 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pour une entreprise émergente dirigée par une femme appelée Gabrielle. J'étais comptable et j'ai remplacé l'ancien comptable de l'entreprise. À l'époque, l'entreprise de Gabrielle traversait une petite crise financière. Après une analyse rapide des dossiers, j'ai remarqué quelques grosses erreurs de calcul. Heureusement, j'ai pu identifier ces erreurs à temps pour les rapports annuels, ce qui a économisé une bonne somme d'argent à Gabrielle. De plus, j'ai donné quelques conseils solides sur la façon d'investir cet argent. L'entreprise de Gabrielle a commencé à prospérer, et elle gagnait près de 7 chiffres par an après mon aide. Gabrielle et moi sommes finalement devenus de bonnes amies. Bien que nous ne nous parlions pas souvent, nous avions la certitude de nous entraider chaque fois que nécessaire. Alors, bien sûr, je l'ai appelée. « Bonjour, Gabrielle, dis-je. »« Bonjour, Clara. Comment vont les choses ?» demanda-t-elle. « Tout va bien. Et toi ?» Répondissi. Les affaires vont très bien, donc je vais bien, répondit Gabrielle. Je suis contente de l'entendre, surtout parce que j'ai besoin de te demander un gros service, dis-je. Tu as besoin d'argent? Dis-moi le montant et je le ferai sans hésiter. Tu sais que je te dois la vie, dit Gabrielle. J'ai juste trouvé une erreur dans ta comptabilité. Une erreur qui a sauvé des milliers de dollars, répondis-je modestement. D'accord, d'accord. Je voulais juste demander si tu serais intéressé à acheter une maison, demandai-je. Une maison? Oui, je suis intéressée, répondit Gabrielle. J'ai besoin de vendre ma maison et de le faire le plus rapidement possible, dis-je à Gabrielle. Tu fais face à des problèmes financiers? Comme je te l'ai dit avant, j'adorerais t'aider. Tu n'as pas besoin de vendre la maison que ton père t'a laissée, répondit Gabrielle, inquiète. Je n'ai pas de problème financier, mais ma demi-sœur va se marier et elle m'a demandé de vendre la maison pour l'aider à payer le mariage, expliquai-je. Tu te rends compte que cela semble un peu insensé, n'est-ce pas? Dit Gabrielle. Je sais, mais c'est ma sœur et à la fin de la journée, je veux l'aider, répondis-je. C'est la même sœur qui n'a pas eu de contact avec toi pendant des années? Demanda Gabriel. Oui, mais elle m'a contacté et je veux faire ce que je peux pour aider, confirmai-je. Écoute, je ne suis personne pour te dire quoi faire avec tes biens. Mais est-ce que tu veux vraiment faire quelque chose d'aussi radical? Demanda-t-elle. Gabrielle, oui? Vraiment? Serais-tu prête à acheter ma maison ou connais-tu quelqu'un qui pourrait être intéressé? Demandai. Ne t'inquiète pas pour ça, j'achèterai la maison. Merci beaucoup, Gabrielle. Tu es un ange gardien, m'exclamai-je, soulagé. Même si j'achète la maison, je ne te laisserai pas partir.
Tu peux continuer à y vivre et si jamais tu veux annuler la vente, il suffit de me le dire, dit généreusement Gabriel. Merci beaucoup, Gabriel. À quoi servent les amis après tout? Respondicie. Rencontrons-nous demain pour discuter des détails, suggéra Gabriel. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés et avons discuté de la vente de la maison. J'ai fait une évaluation et nous avons découvert que la maison avait beaucoup pris de valeur, maintenant évaluée à 200 000 $. J'étais prête à tout donner à Marianne, mais Gabrielle m'a arrêtée. Elle a dit qu'elle n'achèterait la maison que si je promettais de ne pas donner à Marianne plus de la moitié, ce que j'ai trouvé juste. Il n'avait aucun sens que quelqu'un dépense 200 000 $ pour un mariage. Nous avons contacté un bon agent immobilier et avons commencé le processus de vente. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Marianne, qui était très heureuse du montant qu'elle recevrait. J'étais contente de pouvoir aider. J'ai expliqué à Marianne que le processus prendrait quelques mois, mais qu'elle pouvait déjà commencer à planifier le mariage de ses rêves. Après cette conversation, j'ai presque pas eu de nouvelles de Marianne. J'ai supposé que la planification du mariage occupait tout son temps, alors je ne me suis pas trop inquiétée. Quand j'ai reçu le premier paiement de la maison de Gabriel, j'ai essayé de contacter Marianne, mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai appelé ma mère, pensant que Marianne la tenait au courant de tout. « Bonjour, ma chérie. Comment vont les choses ?» demanda ma mère. « Tout va très bien. Et toi ?» Respondicie. « Tout va bien, bien que un peu fou avec les préparatifs du mariage de Marianne, dit-elle. »« Oui, je peux imaginer. » François et moi étions préoccupés quand nous avons découvert qu'elle planifiait un mariage à Paris, continua ma mère. « Pourquoi ?» demandai Zurius. « Eh bien, nous avons dit que nous aiderions avec les préparatifs du mariage, mais nous n'avions pas d'argent pour un mariage dans cette destination. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants de ton aide, expliqua-t-elle. « De rien. Elle est ma sœur autant que je suis ta fille. »« Bien sûr, j'allais t'aider de toutes les manières possibles, répondis-je. »« C'est très gentil de ta part. »« Nous sommes impatients de te voir au mariage, dit ma mère. »« Mais, quand aura lieu le mariage ?»« Marianne ne m'a pas envoyé d'invitation, demandai-je. »« Elle ne t'a pas envoyé d'invitation ? Le mariage est le 23 avril. »« Elle a dû oublier, dit ma mère. »« Comment a-t-elle pu oublier d'envoyer une invitation à la personne qui finance tout le mariage ?» demandai-je, surprise. « Ma chérie, je suis sûre que c'était juste un petit oubli. Planifier un mariage est stressant et prend beaucoup de temps, dit-elle en essayant de justifier. »« Quand même, cela semble étrange, non ? demandai-je en étant honnête. »« Oui, je pense que j'essaie de lui trouver des excuses. Mais cela ne se justifie vraiment pas, admit ma mère. Dois-je attendre l'invitation ou la confronter à ce sujet ? Demandai. Elle a envoyé les invitations le week-end dernier. Alors, donne-lui une semaine de plus avant de la confronter, suggéra ma mère. D'accord, je ferai ça. Merci de m'avoir prévenu. Je ne savais pas qu'elle ne m'avait pas envoyé d'invitation, dis-je. Je suis désolée que tu la prennes comme ça. Prends soin de toi et tiens-toi au courant, dit ma mère. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Il ne semblait pas correct que Marianne puisse simplement oublier de m'envoyer une invitation, surtout compte tenu du fait que je payais pour tout le mariage. Si j'étais à sa place, ma première invitation irait à la personne qui finance tout. Bien que je sente que quelque chose n'allait sérieusement pas, j'ai décidé de donner à Marianne le bénéfice du doute. Je n'ai pas mentionné à ma mère que j'avais déjà reçu le premier paiement de la vente de la maison, car je ne voulais pas donner d'argent à Marianne. Jusqu'à recevoir une invitation, je savais que j'avais promis d'aider, mais je ne pouvais m'empêcher de craindre que cela devienne une grande erreur. J'ai attendu une semaine de plus, vérifiant mon courrier électronique chaque jour pour m'assurer de ne rien manquer. À la fin de la semaine, je n'avais toujours pas reçu l'invitation. J'ai donc appelé Marianne, et elle a finalement répondu. Je pense que ma mère avait parlé avec elle, c'est pourquoi elle a répondu. J'ai essayé de rester calme autant que possible pour ne pas paraître désespérée. Salut, Marianne. Salut, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Comment vont les préparatifs du mariage ? Mon Dieu, c'est tellement épuisant. Tout le monde parle de la gloire des mariages, mais personne ne mentionne à quel point c'est éreintant de tout planifier. Ça doit être très stressant. Je ne veux pas paraître impolie, mais est-ce pour cela que tu ne m'as pas envoyé d'invitation ? Que veux-tu dire ? Bien sûr que non. Alors, pourquoi n'ai-je pas reçu d'invitation ? Désolée, je suis tellement prise par les préparatifs que j'ai oublié de te prévenir.
Mais j'ai simplement choisi d'inviter les vrais membres de la famille. Tu sais, tu es ma demi-sœur, tu n'as pas mon sang, donc il n'y avait pas de sens à t'inviter. Comment ça? Je suis assez proche pour financer ton mariage, mais pas assez pour y assister. Oh, allez, ne te vexe pas autant. Tu n'as jamais fait partie de ma vie car tu m'as toujours maintenu à distance. J'ai essayé de m'approcher, mais tu m'ignorais. Que attendais-tu? Tu n'es vraiment pas une partie de ma famille, et franchement, tu es un peu ennuyeuse, mais je serai éternellement reconnaissante de ton aide. Je comprends. Tu seras seulement reconnaissante. Au fait, ma mère a été invitée à ton mariage, même si elle n'est pas ta vraie mère. Eh bien, ta mère est la femme de mon père, alors ce serait bizarre de ne pas l'inviter, mais je n'ai aucune obligation de t'inviter. Waouh, ça fait mal, mais c'est la vérité. Désolée de ne pas pouvoir assister. Je t'enverrai toutes les photos pour que tu saches que tu es présente en esprit. Bien sûr, j'aimerais voir les photos. Pas de rancéure, répondis-je. Mais à l'intérieur, j'étais en feu de colère. Je ne pouvais pas croire l'audace de Marianne, me demandant de payer pour son mariage tout en ne m'invitant pas. J'avais passé des années à essayer de me rapprocher d'elle, à développer une meilleure relation, et c'est ainsi qu'elle récompensait ma gentillesse. J'étais profondément blessée par ses actions, par la manière indifférente dont elle m'avait dit que je n'étais pas invitée. Je n'avais jamais été considérée comme faisant partie de sa famille, j'étais juste quelqu'un qu'elle pouvait utiliser. Et moi, toujours prête à faire tout ce qu'elle demandait, je ne faisais que faciliter les choses pour elle. Après que la douleur initiale se soit dissipée, la colère est revenue en force. J'ai presque vendu ma maison pour financer le mariage de quelqu'un qui se fichait presque de savoir si j'étais vivante ou morte. Cette pensée m'a fait trembler de rage. Je détestais que ma gentillesse ait été utilisée contre moi, et je voulais rendre à Marianne ce qu'elle m'avait fait. Au milieu de ma colère, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai appelé Gabrielle pour annuler la vente de la maison. Je savais qu'elle avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, et j'espérais que ce serait vraiment le cas. Salut, Gabrielle, ai-je commencé? Salut, tout va bien? A-t-elle demandé, sentant que quelque chose n'allait pas. En fait, non. J'ai besoin d'annuler la vente de la maison, ai-je répondu. Pourquoi? Je n'ai aucun problème avec ça. Mais que s'est-il passé? A-t-elle demandé. J'ai découvert que je n'étais pas invitée au mariage de Marianne, ai-je expliqué. Quoi? Le mariage que tu aidais à payer? A-t-elle demandé, surprise. Oui. Apparemment, je ne suis pas considérée comme faisant partie de sa famille, ai-je dit, essayant de contenir ma frustration. Quelle audace. Je comprends parfaitement. Je vais annuler l'accord. Tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir l'aider, a répondu Gabrielle, solidaire. Merci, Gabrielle. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, fais-le-moi savoir, ai-je dit, soulagée. Ne t'inquiète pas, je suis là pour aider. Juste une chose, tu as raison d'annuler cette aide. La maison était un cadeau de ton père, qui t'aimait profondément. La vendre pour payer le mariage de quelqu'un qui ne te considère guère comme de la famille serait un manque de respect envers sa mémoire, a dit Gabrielle, me consolant. Tu as raison. Je suis juste blessée maintenant et je ne veux pas prendre de décision dont je pourrais me repentir plus tard, ai-je répondu, ressentant un peu de paix. En écoutant ces paroles, à long terme cela ne vous affectera pas négativement. Se défendre n'est jamais une mauvaise chose. Si vous vous inquiétez de l'impact que cela aura sur Marianne, vous ne devriez pas. Elle aurait dû y penser en n'invitant pas la personne qui paierait pour le mariage. Vous avez raison. Merci beaucoup de m'avoir aidé, dis-je. Bien que j'étais en colère, cela n'a pas enlevé mon humanité. Dire mon plan à voix haute m'a fait sentir mal pour Marianne, surtout parce que je savais qu'elle avait prévu un mariage extravagant avec l'argent que j'avais promis. Mais Gabrielle avait raison. Je ne pouvais pas laisser Marianne profiter de moi ni perdre quelque chose d'aussi significatif pour quelqu'un qui ne se souciait pas de moi ni de la signification de la maison. En réfléchissant, j'ai réalisé que la demande de vendre quelque chose d'aussi précieux était absurde. J'ai décidé de vendre la maison à Gabrielle parce qu'elle me protégerait. La semaine suivante, j'ai rendu l'argent que Gabrielle m'avait donné pour la vente de la maison. Nous avons prévu une journée amusante le jour du mariage pour ne pas y penser. J'ai informé ma mère de ce que Marianne avait dit. Elle était contrariée, mais a promis de voir ce qu'elle pouvait faire. Je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter, car je ne voulais plus aller au mariage. Je n'ai pas mentionné que je ne payais plus pour le mariage, car je ne voulais pas que cela parvienne à Marianne. Il m'a fallu un certain temps pour surmonter la douleur de tout cela, mais j'y suis parvenue grâce à Gabrielle. Bien sûr,
Ma patience a été à nouveau mise à l'épreuve lorsque Marianne m'a envoyé des centaines de photos du mariage, disant que j'avais manqué un événement incroyable. Je suis restée calme et j'ai attendu le jour où elle me demanderait de payer pour le mariage. Seulement 4 jours après le mariage, Marianne m'a appelé alors que j'étais au travail. Bonjour, Clara. Salut. C'est urgent. Je suis très occupée maintenant et je n'ai pas le temps de parler, ai-je répondu. C'est un peu urgent, a-t-elle dit. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais je viens de me marier, dit-elle. Oui, je les ai vues. Et en quoi cela m'affectait-il? Ai-je demandé en sachant déjà la réponse. Eh bien, je n'ai toujours pas reçu l'argent que tu m'as promis et les factures du mariage arriveront bientôt, dit-elle avec naturel. Intéressant, ai-je répondu froidement. Alors, tu as déjà vendu la maison? A-t-elle demandé. Oui, mais j'ai décidé que je ne paierai pas pour quelque chose dont je ne fais pas partie, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle répondu, surprise. C'est ce que j'ai pensé quand tu as dit que je n'étais pas invitée, ai-je répondu. Tu ne peux pas faire marche arrière maintenant, a-t-elle insisté. J'ai fait marche arrière au moment où je suis passée d'une sœur incroyable à une demi-sœur qui n'a pas ton sang, ai-je dit fermement. Mais qu'en est-il d'être ta sœur et de tout faire pour toi? A-t-elle demandé désespérée. Tu as clairement indiqué que nous ne sommes pas sœurs. Je ne vois donc aucune raison d'aider, surtout si cela signifie vendre quelque chose qui m'a été donné par quelqu'un qui se souciait vraiment. Le fait que tu ne me considères pas vraiment comme ta sœur n'a pas besoin d'annuler le fait que tu me considères comme ta sœur. Tú es incroyable, Marianne. Tu veux que je te considère comme une sœur même si tu ne me considères pas comme telle? Oui, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Comment vais-je payer une si grosse facture? Marianne implora. Désolée, j'étais occupée avec le travail. Que se passe-t-il? Tu m'as trompé? A-t-elle crié. Je ne t'ai pas trompé. Cet argent était le mien et j'étais prête à te le donner. Mais je ne l'ai jamais fait, ai-je répondu fermement. Je ne peux pas payer cette facture. Je n'ai pas 1000 $ et j'ai déjà mes prêts étudiants à rembourser. Tu aurais dû y penser avant de ne pas inviter la seule personne qui finançait ton mariage, ai-je dit. Je suis vraiment soulagée de ne pas avoir maintenu ma façade de sœur jusqu'au jour du mariage. Après tout, la vérité finirait par éclater, donc je ne perdrai pas mon argent avec quelqu'un d'aussi mesquin que toi. Je vais te poursuivre en justice. Tu m'as trompé, cria Marianne. L'accord pour t'aider n'a jamais été écrit nulle part. C'est ta parole contre la mienne, ai-je répondu. Je ne peux pas croire que tu me traites ainsi. Je t'ai cherché car je n'ai jamais imaginé que tu ferais cela. Tu as toujours essayé d'attirer mon attention et de tout faire pour moi. Et maintenant soudainement tu décides de me trahir de cette manière, se lamenta-t-elle. Te trahir, Marianne. La vraie trahison était la tienne. J'étais prête à tout pour t'aider, mais tu m'as manqué de respect et tu m'as exclu. Ce n'est pas de la trahison lorsque je me défends simplement et honore la mémoire de quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Si quelqu'un a été trahi ici, c'est moi, ai-je répondu, ressentant une étrange tranquillité. Pourquoi fais-tu de ma vie un enfer? Demanda Marianne. Je ne fais rien. Tu t'es mise dans cette situation toi-même. Maintenant, si tu m'excuses, j'ai besoin de retourner au travail pour ensuite rentrer chez moi et me détendre. Au revoir, ai-je conclu, mettant fin à l'appel. J'ai entendu Marianne soupirer avant de raccrocher, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Toute la douleur que je ressentais semblait avoir disparu maintenant que j'avais ma douce vengeance. Mais bien sûr, ce n'était pas la fin. Je devais encore savoir comment Marianne allait payer cette facture, et je l'ai découvert rapidement. Après cet appel, Marianne a continué à bombarder mon téléphone d'appels et de messages, passant de la supplication pour payer la facture à m'insulter d'être une sœur et une personne mauvaise. Dans des circonstances normales, je me serais sentie horrible. Mais elle a clairement indiqué qu'elle ne me considérait pas comme faisant partie de la famille, donc je ne me sentais pas mal. J'ai découvert ce qui s'était passé avec Marianne lorsque j'ai parlé à ma mère. Elle m'a appelé environ une semaine après mon appel avec Marianne. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère contre moi pour avoir retiré ma parole, mais étonnamment, elle était complètement de mon côté. Elle a même dit qu'elle avait donné une bonne leçon à Marianne pour être aussi grossière et méprisante. Marianne a imploré ma mère de l'aider à payer la grosse facture du mariage. Mais ma mère a clairement indiqué qu'elle n'avait pas cet argent. Au maximum, elle pouvait lui donner quelques milliers, mais rien de plus. Le père de Marianne, François, n'avait pas non plus les moyens de l'aider financièrement. La famille de Pascal, le mari de Marianne, était contre le mariage depuis le début et bien sûr,
Il ne paierait pas pour cela, en plus de ne pas avoir les conditions financières pour le faire. La seule option pour Marianne et Pascal était de contracter un énorme prêt pour financer le mariage. Je ne pouvais m'empêcher d'être satisfaite de cette conclusion. Je savais que c'était une leçon dure pour Marianne, mais nécessaire. Elle devait apprendre à ne jamais traiter quelqu'un aussi grossièrement, surtout lorsque cette personne essaie d'aider. Pour éviter plus de problèmes, j'ai bloqué Marianne. Ma mère me donnait des mises à jour régulières, mais cela s'est arrêté lorsque Marianne a coupé les ponts avec eux, car ils ne l'ont pas aidé à payer le mariage extravagant. Ce n'était pas une gêne pour nous. J'étais heureuse d'avoir encore la maison que mon père m'avait laissée. Je vis bien et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir découvert tout cela à temps. La vie est revenue à la normale et j'espère que ça continuera ainsi pendant longtemps. La vie semblait être revenue à la normale après l'agitation causée par le mariage de Marianne. Cependant, juste au moment où je pensais que tout était sous contrôle, j'ai reçu un appel inattendu de François, le père de Marianne. Malgré nos différences, François avait toujours été quelqu'un de raisonnable et respectueux envers moi. « Bonjour, Clara. As-tu un moment pour parler ?» dit François d'un ton sérieux. « Bien sûr, François. Que se passe-t-il » répondis-je, intrigué par son ton. « Je sais que Marianne t'a causé beaucoup de problèmes, et je tiens à m'excuser pour son comportement. » « Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'elle a fait. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui changera tout. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce qui pouvait être si important que François ressentait le besoin de m'appeler? « De quoi parles-tu, François ?» demandai-je, essayant de rester calme. « Clara, il y a quelque chose que ta mère et moi avons caché depuis longtemps. » Marianne. Elle n'est pas ma fille biologique. J'étais abasourdie. Cette révélation était totalement inattendue. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Que veux-tu dire ?» réussis-je à demander après un moment de silence. Quand Marianne est née, ta mère et moi traversions une période très difficile dans notre mariage. Elle a eu une liaison, et Marianne est le résultat de cette relation. Nous avons décidé de l'élever comme si c'était la mienne pour protéger la famille, mais je pense qu'il est temps que la vérité éclate au grand jour. La révélation de François était choquante, mais en même temps, elle expliquait beaucoup de choses. Marianne avait toujours été différente. Il y avait toujours eu une barrière invisible entre nous qui commençait maintenant à avoir du sens. « Je ne sais pas quoi dire, François. » « C'est beaucoup à assimiler, dis-je, essayant de traiter l'information. »« Je le sais, Clara. Mais il y a quelque chose d'autre. La personne avec qui ta mère a eu l'affaire est quelqu'un que tu connais très bien. C'est ton père biologique. » Mon esprit était en tumulte. Ma mère avait eu une liaison avec mon père biologique, et Marianne en était le résultat. C'était plus que je ne pouvais gérer à ce moment-là. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant, François ?» demandai-je, ressentant un mélange de colère et de confusion. « Parce que Marianne mérite de connaître la vérité. Et toi aussi. Il n'est pas juste que nous vivions encore dans un mensonge. » De plus, je pense que cela peut expliquer une partie de son comportement. Elle a toujours senti qu'elle ne s'intégrait pas complètement. Et maintenant nous savons pourquoi. La conversation avec François m'a laissé sous le choc. J'avais besoin de temps pour tout assimiler. J'ai décidé de parler à ma mère pour la confronter avec cette nouvelle information. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a accueillie avec un sourire, mais son expression a rapidement changé en voyant mon visage. « Clara, que se passe-t-il » demanda-t-elle, inquiète. « Maman, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-il vrai que tu as eu une liaison avec mon père biologique et que Marianne en est le résultat ?» dis-je directement, sans détour. Son visage est devenu pâle et son expression a montré un mélange de culpabilité et de tristesse. « Clara, oui, c'est vrai. Je suis tellement désolée. C'était une erreur que j'ai regrettée toutes ces années. »« Je n'ai jamais voulu te faire du mal, ni à toi ni à Marianne, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. » Je me suis assise, essayant de tout assimiler. Je ressentais un mélange de trahison, de douleur et, étonnamment, de soulagement. Au moins maintenant, j'avais des réponses à tant de questions qui avaient hanté mon esprit pendant des années. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demandai-je, essayant de comprendre son silence. Je pensais que c'était le mieux pour tout le monde. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mais maintenant, je vois que c'était une erreur de le garder secret. Je suis tellement désolée, Clara, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai décidé qu'il était temps de parler à Marianne.
Elle méritait de connaître la vérité, même si c'était douloureux. Je l'ai appelée, et lui, et demandé de venir chez moi. Quand elle est arrivée, elle avait l'air fatiguée et abattue, clairement affectée par les événements récents. Marianne, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est important, et je veux que tu écoutes avec un esprit ouvert, ai-je commencé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Clara ? Demanda-t-elle en soupirant, comme si elle n'avait plus d'énergie pour plus de conflits. Je viens juste d'apprendre quelque chose qui change tout. Ta mère a eu une liaison avec mon père biologique, et tu es le résultat de cette relation. François n'est pas ton père biologique, lâchai-je d'un coup. Marianne me regarda fixement, son visage montrant une confusion totale. Que dis-tu ? Ça ne peut pas être vrai, dit-elle, secouant la tête en signe de dénégation. C'est vrai, Marianne. J'ai parlé avec François et notre mère. Ils ont confirmé tout cela. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je pense qu'il est important que tu connaisses la vérité, répondis-je calmement. Marianne s'effondra sur le canapé, son visage dans ses mains. Ça ne peut pas être en train de se passer. Tout ce que j'ai connu est un mensonge, dit-elle d'une voix tremblante. Je le sais, Marianne. C'est difficile à accepter, mais je pense que cette vérité peut nous aider à mieux nous comprendre et à guérir de vieilles blessures. Tu n'es pas seule dans cette situation, dis-je, m'asseyant à ses côtés. Et maintenant, que faisons-nous ? Demanda-t-elle, levant les yeux remplis de larmes. D'abord, nous devons accepter la vérité, puis décider comment nous voulons avancer. Je pense que c'est le moment de commencer à nouveau, sans secret ni mensonge. Nous pouvons essayer de construire une relation plus honnête et solide, répondis-je, essayant de lui offrir un peu d'espoir. Marianne hocha lentement la tête, encore en train de tout assimiler. Nous avons passé le reste de la journée à parler, à partager nos émotions et à essayer de comprendre comment aller de l'avant. Bien que la vérité fût douloureuse, elle offrait aussi une occasion de réconciliation et de nouveaux départs. Les jours suivants furent difficiles, mais peu à peu, Marianne et moi avons commencé à reconstruire notre relation. Nous parlions plus, nous partagions plus, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions vraiment connectés. Marianne a commencé à mieux comprendre pourquoi elle avait toujours ressenti une distance entre nous et a commencé à travailler pour surmonter ses propres ressentiments et peurs. Un jour, alors que nous prenions un café dans un petit café du quartier, Marianne m'a regardée et a dit « Merci de me donner une autre chance, Clara. Je sais que je n'ai pas été la meilleure des sœurs, mais je veux changer ça. Je veux être quelqu'un sur qui tu peux compter. » J'ai souri et lui ai serré la main. Moi aussi, Marianne. Je pense que c'est le début de quelque chose de mieux pour nous deux. La vie a continué, et bien que le chemin n'ait pas été facile, chaque jour était une opportunité de guérir et de grandir. Marianne et moi nous soutenions mutuellement dans nos défis et nous célébrions nos succès. Nous avons découvert qu'en dépit de tout, nous étions plus fortes ensemble. Un jour, j'ai reçu une lettre de François. Il exprimait sa gratitude pour la façon dont j'avais géré la situation et son désir de se réconcilier avec Marianne. Il disait qu'il voulait faire partie de sa vie, non seulement comme son beau-père, mais comme quelqu'un qu'il avait toujours aimé comme une fille. J'ai partagé la lettre avec Marianne, qui a décidé de donner une chance à François. Ce fut un processus lent, mais avec le temps, Marianne et François ont commencé à reconstruire leur relation aussi. Cela a apporté une nouvelle paix et stabilité dans nos vies. Pendant ce temps, j'ai continué avec ma vie. J'ai décidé de prendre un nouveau chemin professionnel et j'ai commencé à étudier pour obtenir un diplôme en psychologie, inspiré par tout ce que j'avais appris sur la dynamique familiale et l'importance de la vérité et de la communication. Marianne, de son côté, s'est consacrée à sa passion pour l'art et a commencé à exposer ses peintures dans des galeries locales. Un jour, lors d'une de ces expositions, Marianne m'a pris la main et a dit « Regarde ce que nous avons accompli, Clara. Malgré tout, nous avons trouvé un moyen d'être heureuses et en paix. » J'ai souri et l'ai serrée dans mes bras. Oui, Marianne. Et je suis très fière de nous deux. La vie avait une façon étrange de mettre des épreuves sur notre chemin. Mais avec chaque défi, nous apprenions et grandissions. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été le catalyseur d'une relation nouvelle et améliorée. Nous avions appris à valoriser ce qui comptait vraiment et à laisser derrière nous le ressentiment et la douleur. Maintenant, avec nos vies sur la bonne voie et nos relations guéries, nous pouvions regarder vers l'avenir avec espoir et optimisme. Nous avions transformé une histoire de douleur et de trahison en une histoire d'amour, de pardon et de rédemption. Et ainsi, avec un nouveau sens du but et de la connexion, nous avons continué nos vies,
sachant que nous pouvions toujours compter l'une sur l'autre, peu importe ce que l'avenir nous réservait. Ce qui s'est passé ensuite dans la vie de Clara et Marianne nous a montré que parfois, les plus grandes leçons viennent des moments les plus douloureux. Après avoir coupé les ponts avec Marianne et décidé de s'éloigner de toute la toxicité qu'elle avait apportée, Clara avait enfin réussi à respirer et à retrouver sa paix intérieure. Mais comme toujours, l'univers avait d'autres plans. Des mois plus tard, Clara reçut une lettre de Marianne. Ce n'était pas une excuse, ni une demande d'aide. C'était une invitation à se rencontrer. Clara hésita, mais sa curiosité et un sens du devoir familial la poussèrent à accepter. Elles se retrouvèrent dans un café discret où Marianne, visiblement plus mince et fatiguée, commença à parler. « Clara, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je dois te dire quelque chose, commença Marianne, la voix tremblante. Clara resta silencieuse. Lei san Marianne continuer. J'ai découvert quelque chose qui change tout. Quelque chose à propos de notre père, et de nous. Ce que Marianne révéla était quelque chose que Clara n'aurait jamais pu imaginer. Il y avait un secret familial, quelque chose qui expliquait beaucoup de comportements étranges et de tensions qu'elle avait toujours ressentis mais jamais pleinement compris. Marianne avait trouvé des lettres et des documents anciens montrant qu'elle avait un demi-frère, quelqu'un que leur père avait gardé secret. Ce nouveau frère, apparemment, traversait une période difficile. Il avait besoin d'aide, et Marianne y voyait une opportunité de rédemption, non seulement pour elle, mais pour eux tous. Clara ressentit un tourbillon d'émotions. Colère, confusion, tristesse, mais aussi un étrange sentiment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ce nouveau membre de la famille pourrait être le catalyseur de la guérison dont ils avaient tout besoin. Les deux sœurs décidèrent, pour la première fois depuis longtemps, de travailler ensemble. Elles voyagèrent pour rencontrer ce demi-frère, un homme nommé Marco, qui luttait pour survivre après avoir tout perdu dans un accident. Quand elles le trouvèrent, elles réalisèrent qu'il avait besoin non seulement d'aide financière, mais aussi d'un soutien émotionnel et familial qu'il n'avait jamais eu. Au fil du temps, Clara, Marianne et Marco commencèrent à construire une nouvelle dynamique familiale. Ce ne fut pas facile. Il y eut beaucoup de rancœur et de ressentiment à surmonter, mais ensemble, ils réussirent à trouver un nouvel équilibre. Clara vendit la maison, mais cette fois, l'argent fut utilisé pour aider véritablement quelqu'un dans le besoin. Marco utilisa une partie de l'argent pour recommencer sa vie, et le reste fut investi dans un fonds familial pour les urgences futures. Cette expérience unit Clara et Marianne d'une manière qu'elles n'auraient jamais cru possible. Elles apprirent que le pardon et la compassion sont des forces puissantes qui peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Ce qui semblait être une trahison irréparable se transforma en une opportunité pour un nouveau départ. Chers spectateurs de la chaîne Histoire de la vie, l'histoire de Clara et Marianne nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, que la famille, malgré toutes ses complexités, peut être une source de force et de guérison. Souvent, nous devons affronter les dures vérités de notre passé pour trouver la paix et la compréhension. Deuxièmement, que le pardon n'est pas seulement pour ceux qui nous blessent, mais aussi pour nous-mêmes. Pardonner libère et nous permet d'avancer sans porter le poids du ressentiment. De plus, cette histoire montre l'importance d'être sincère et transparent avec ceux que nous aimons. Les secrets et les mensonges peuvent corroder les relations, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de guérir et de renforcer les liens familiaux. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons des histoires vraies et émouvantes qui touchent le cœur et nous font réfléchir sur nos propres vies. Votre abonnement aide notre chaîne à grandir et nous motive à continuer à vous apporter du contenu de qualité. J'aimerais profiter de ce moment pour partager un message très spécial avec vous. Dans l'Évangile de Jean 3h16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est un puissant rappel de l'amour immense que Dieu a pour chacun de nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son unique Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la chance de vivre une vie pleine et éternelle avec lui. C'est le plus grand acte d'amour qu'une personne puisse accomplir. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à envisager cette décision. Accepter Jésus, c'est accepter un amour qui ne déçoit jamais, un amour qui pardonne et un amour qui transforme. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, Dieu est toujours prêt à pardonner et à vous offrir une nouvelle vie à travers Jésus. Tout ce que vous avez à faire,
c'est ouvrir votre cœur et demander à Jésus d'entrer dans votre vie. Confessez vos péchés, repentez-vous et déclarez que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. À partir de ce moment, vous serez une nouvelle création en Christ, et votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous souhaitez accepter Jésus maintenant, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'invite à entrer dans mon cœur et à être le Seigneur de ma vie. Pardonne-moi, transforme-moi et guide-moi sur ton chemin. Merci pour ton amour inconditionnel et pour m'accepter comme ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous faites maintenant partie de quelque chose de beaucoup plus grand, une communauté mondiale de croyants partageant le même amour et la même foi en Jésus-Christ. Je vous encourage à chercher une église locale où vous pourrez grandir dans la foi et trouver un soutien dans votre parcours spirituel. Rappelez-vous, la marche chrétienne est un voyage que nous n'avons pas besoin de faire seuls. L'importance d'être entouré par d'autres croyants qui peuvent nous soutenir, prier pour nous et nous aider à grandir dans notre foi ne peut être sous-estimée. Participer à une église locale, étudier la Bible et prier régulièrement sont des étapes essentielles pour renforcer votre relation avec Dieu. L'histoire de Clara et Marianne est un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir. Et cette lumière, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'amour inconditionnel de Dieu à travers Jésus-Christ. Peu importe à quel point la situation est compliquée, Dieu a toujours un plan de rédemption et de restauration. Merci de regarder et de faire partie de notre communauté sur la chaîne Histoire de la vie. Votre présence et votre soutien sont très importants pour nous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Et surtout, souvenez-vous de l'immense amour que Dieu a pour vous. Que Dieu bénisse chacun de vous et que la paix de Christ soit toujours dans vos cœurs. À la prochaine histoire.